En sociologie, comment est-ce qu'on analyse la société? Il y a deux grandes théories ou grilles d'analyse. Il y a le fonctionnalisme et le conflit social. Quand on regarde la société, on peut voir que les institutions jouent un rôle important. Par institution, je veux dire des structures durables, qui souvent étaient là quand on est venu au monde, puis qui devraient être là quand on va mourir aussi. Il y en a qui sont grosses, petites, d'autres qui sont plus abstraites. Par exemple, il y a la famille, l'Église catholique, les banques. Les CPE peuvent être considérés comme des institutions aussi, comme les cégeps, les universités, le marché du travail même, le gouvernement, Hydro-Québec, les caisses populaires. Il y a vraiment beaucoup d'institutions dans notre société, puis ils jouent un rôle important. Puis en fait, ces institutions-là influencent les individus. Comme par exemple, comment ça se fait que je parle français? Est-ce que j'ai vraiment choisi? Bien, dans ma famille, ça parlait français. À l'école, ça parlait français. Ensuite, sur le marché du travail, ça parlait français. À la télévision, ça parlait français. Bref, j'ai appris à parler français sans nécessairement le choisir. C'est les institutions autour qui m'ont amené à ça. Cette façon de voir-là, par les institutions, ça correspond à la théorie fonctionnaliste. Par contre, la théorie du conflit social, c'est autre chose. Quand on regarde encore la même société, on s'aperçoit que, dans le fond, qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a des multinationales, des PME, il y a des emplois qui sont beaucoup plus prestigieux et mieux payés que d'autres. Il y a des quartiers riches, quartiers pauvres. On regarde des restaurants de haute classe, basse classe. Même chose pour les automobiles, il y en a de luxe, il y en a d'autres plus ordinaires. On s'aperçoit que la société, dans le fond, est une structure inégalitaire. Puis ça correspond à la théorie du conflit social. Je vais prendre un exemple pour le fonctionnalisme. Disons, le phénomène des accidents automobiles au Québec. En 1973, il y a eu 2209 décès sur les routes du Québec. Par comparaison, en 2018, il y a eu 359 décès. Si on reprend ça sur 100 000 habitants, mettons, en 1973, qui est notre record historique, il y a eu 36 personnes sur 100 000 qui sont décédées, tandis qu'en 2018, il y a eu 4 personnes sur 100 000, soit 9 fois moins. Comment ça se fait qu'on a réussi à diminuer tant que ça les décès sur les routes? Bien, le gouvernement a joué un rôle important. Entre autres, le gouvernement, pour lui, bien, c'est un drame, puis c'est quand même quelque chose de dispendieux. Puis en plus, il y a plein de gens qui sont blessés, en plus des décès, puis ça coûte cher au niveau des soins de santé. Tout ça, que le gouvernement a dit, il faut que je fasse quelque chose. Entre autres, en 1976, il a rendu obligatoire le fait d'attacher la ceinture de sécurité. Parce qu'avant ça, il y avait des ceintures de sécurité, mais les gens ne s'attachaient pas beaucoup. En 1985, le gouvernement va décider que l'alcool au volant est criminel, parce qu'avant, ça ne l'était pas. Il va y avoir toutes sortes de publicités qui vont être faites. Il va y avoir les cours de conduite qui vont être obligatoires. Tout ça mis ensemble, plus les contraintes qu'il va y avoir. Aller jusqu'aux années 80, quelqu'un qui fait un excès de vitesse puis se faisait prendre par la police avait une contravention de 21 $. Quelle que soit la vitesse à laquelle il allait, puis il n'y avait même pas de point de démérite. Tandis qu'avec le temps, le gouvernement vraiment a décidé de passer des lois pour que ça soit beaucoup plus dispendieux. T'sais, il a mis toutes sortes, à la fois il a mis des mesures de sensibilisation, puis des mesures de contrôle social. Puis en plus, le travail des ambulanciers est beaucoup plus professionnel qu'autrefois, donc ils ont plus de chances de sauver la vie des personnes accidentées. Également, il y a eu les automobiles qui ont été améliorées aussi, beaucoup, parce que les compagnies se sont aperçues que la sécurité, c'est un argument de vente. Alors, maintenant, il y a des voitures avec les freins ABS, l'antidérapage, toutes sortes de mesures que, dans le fond, même des choses comme le freinage automatique maintenant qui existent, puis probablement que ça va continuer. Alors, moi, je m'attendrais qu'un jour, je pourrais acheter, admettons, une voiture où il n'y a pas de volant ni de pédale. Je vais dire à la voiture, OK, conduis-moi à telle place, la voiture va partir, elle va y aller. Puis à ce moment-là, il n'y aura pas bien d'accidents. Probablement que ça pourrait être des voitures autonomes, donc qui vont se conduire tout seules, électriques et connectées, qui vont pouvoir correspondre entre elles. Donc, probablement que ça va continuer à baisser dans l'avenir. Mais vous voyez, la théorie fonctionnaliste, elle regarde quelle institution intervient, quelles mesures ont été prises, puis quel est le résultat qui arrive avec ça. La théorie du conflit social, c'est complètement autre chose. Donc, ça regarde les inégalités, les groupes exploiteurs, exploités. Ça analyse des situations qui sont plus conflictuelles, disons. Un exemple,
le gouvernement d'Éthiopie a décidé, dans la décennie 2010, d'essayer d'industrialiser le pays. Il faut dire que l'Éthiopie, c'est un pays de 90 millions d'habitants. C'est beaucoup de l'agriculture traditionnelle, très pauvre. Des fois, il y a des conflits armés. Il y a des fois des famines, sécheresse. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Et le gouvernement a dit, on va essayer d'industrialiser. Alors, comment il s'y prend? Bien, il a créé des grands parcs industriels où il fournit toutes les infrastructures, les routes, l'électricité qu'il faut, puis exonération de taxes pour les compagnies qui veulent y aller. Donc, il y a beaucoup de compagnies asiatiques qui ont déménagé là en Éthiopie pour pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre à bon marché. Parce qu'il faut dire que le salaire n'est pas élevé. C'est aux environs de 27 $ américains par mois pour un emploi à temps plein, maintenant aux environs de 40 $ canadiens à peu près. Dans la théorie du conflit social, on analyse la situation. Quel est le groupe dominant? Bien, il y a les compagnies qui vont s'installer là, dans le fond, les investisseurs. Il y a un peu le gouvernement, probablement, qui bénéficie de ça aussi. Puis, qui est le groupe dominé? Bien, c'est la population. La population qui travaille là, qui est payée. Le salaire est tellement bas que ce n'est pas suffisant pour faire vivre une famille. Puis, en plus, les gens, c'est un pays agricole. Les gens sont habitués d'être dehors à faire de l'agriculture artisanale. Tandis que là, c'est la discipline en usine. C'est vraiment difficile pour eux autres. Puis, le salaire étant si bas, souvent, il y a des débrayages spontanés. Alors, l'industrialisation, elle fonctionne, mais pas tant que ça, parce que les gens, ils décident de perdre leur emploi. Ils abandonnent souvent. Alors, il y a un gros roulement de personnel parce que les salaires ne sont pas assez payés, la discipline est difficile, tout ça mis ensemble, des débrayages spontanés. Ce qui fait que l'industrialisation de l'Éthiopie va-t-elle avoir lieu? Peut-être, parce que tout ce qui est produit là, dans le fond, ça vise l'exportation. Il y a des vêtements, des chaussures, des bottes, puis c'est tous des produits que les machines ne peuvent pas produire complètement. Il n'y a pas d'automatisation à l'heure actuelle. On a besoin de main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre est à bon marché, donc les entreprises vont en Éthiopie. Éventuellement, on pourra aller dans des magasins où ce sera écrit sur des vêtements Made in Ethiopia ou sur nos bottes Made in Ethiopia aussi, parce qu'ils visent vraiment l'exportation. Donc, ça, c'est un exemple de conflit social qu'on analyse comment le groupe exploiteur s'y prend par rapport au groupe exploité. Maintenant, un autre exemple, mais celui-là qui rend possible l'utilisation de la théorie fonctionnaliste et de la théorie du conflit social en même temps. C'est l'exemple du tabagisme au 20e siècle. Fumer, c'est pas des très bonnes odeurs, disons. C'est quelque chose vraiment négatif pour la santé. Encore aujourd'hui, on estime qu'environ, rien qu'au Québec, là, environ 13 000 personnes qui meurent des suites d'avoir fumé autrefois. Ça peut être le cancer du poumon, de la gorge, de la vessie, des maladies du cœur, toutes sortes vraiment. Puis en plus, c'est complètement inutile, dans le fond. T'sais, comment ça se fait qu'une habitude qui sert à rien, qui est dispendieuse, qui est mauvaise pour la santé, a pu se développer, parce qu'autrefois, il y a une époque, surtout chez les hommes, la majorité des hommes adultes fumaient. Comment est-ce possible? Bien, il faut dire qu'on fumait partout. Alors, dans la famille, les gens fumaient, les parents servaient de modèle aux enfants. Dans les écoles, ça fumait. Dans les cours, les professeurs fumaient, les étudiants fumaient. On pouvait fumer dans les autobus, dans les ascenseurs, dans l'automobile. Au restaurant, ça fumait. J'avais déjà vu, moi, je me souviens, dans un restaurant, il y avait une grande tablée, il y avait plein de monde autour, puis il y avait un bébé au centre. Puis là, tout le monde fumait, puis on regardait le bébé, il disait « Hey, bébé, attention, touche pas bébé. » Hey, aujourd'hui, ça serait un scandale. T'sais, donc, ça, le tabagisme, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Quand on regarde ça d'un point de vue fonctionnaliste, on dit quelles sont les institutions qui amenaient ça? Quelles institutions sont responsables du tabagisme élevé d'autrefois? Bien, il y a la famille, parce que les parents fumaient, donc ça donnait l'exemple aux enfants. Il y avait les écoles. En plus, il y avait, à la télévision, il y avait plein de publicités. Les paquets de cigarettes étaient beaux dans ce temps-là. Moi, les héros de mon enfance, ils fumaient tout, sauf Hercule, je pense. Mais souvent, même à la télévision, dans les films, puis il y a des acteurs qui étaient payés pour fumer des cigarettes dans leurs films. Donc, il y a plein d'institutions qui nous amenaient à fumer, puis effectivement, ça a fonctionné que les gens fument. À un moment donné, c'est le gouvernement qui a dit « Hey,
ça n'a pas d'allure. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas avantageux socialement. Donc, c'est le gouvernement qui s'est mis à lutter contre ça. Alors, ça va être des campagnes de sensibilisation pour dire que c'est dangereux. Il va y avoir toutes sortes de mesures qui vont être prises, aussi des restrictions de toutes sortes, des taxes qui vont être mises sur la cigarette. Il y a plein de mesures de contrôle social pour essayer de diminuer le tabagisme. Puis, on peut dire que ça a fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, même les fumeurs aimeraient arrêter de fumer. Maintenant, ça a été dévalorisé par rapport à autrefois où c'était bien de fumer, puis c'était un moyen de socialisation. Aujourd'hui, non, on perçoit ça. Oh non, fumer, c'est pas bon. On est conscient que c'est pas bon pour la santé, tout ça. Les mesures gouvernementales qui ont été utilisées ont bien fonctionné. Si on analyse ça maintenant, le tabagisme, au niveau du conflit social, là, on regarde quels étaient le groupe dominant. Bien, c'est les compagnies multinationales, OK? Mais comment le groupe dominé, la population, s'y est pris pour changer la situation? Bien, entre autres, il y a eu des procès qui ont été faits aux compagnies, en particulier dans les années 1990 aux États-Unis. Gros procès où les compagnies de tabac ont eu à payer vraiment des milliards de dollars. Au Québec, en 2015, il y a eu également un procès qui s'est terminé. C'était des milliards de dollars que les compagnies de tabac ont dû payer aux victimes du tabagisme. Puis, en fait, dans les tribunaux, ils ont obligé les compagnies de tabac aussi à dévoiler toutes les mesures, toutes les études qu'ils avaient faites à l'époque. Puis là, on a pu s'apercevoir, entre autres, il y a une compagnie qui s'était aperçue que quand elle met un peu de l'ammoniac sur le tabac, ça aide à augmenter la dépendance des fumeurs. Donc là, les autres compagnies se sont mis à mettre de l'ammoniac aussi. Quand on regarde ça d'un point de vue du conflit social, c'est quel groupe est dominant, c'est vraiment les compagnies de tabac, puis quels moyens de défense ont été utilisés pour essayer de changer la situation. Vous voyez, du côté du fonctionnalisme, on regarde quelles institutions ont agi, tandis que du côté du conflit social, on regarde l'opposition qu'il peut y avoir entre les groupes, comment un groupe s'y prend pour dominer, exploiter ou manipuler les autres, puis comment le groupe vulnérable s'y prend pour essayer de se défendre. Voilà.